Je m'appelle Sophiae. J'ai 29 ans. Et le jour où le testament de mon grand-père a été lu, mes parents m'ont regardé dans les yeux et ont essayé de m'effacer. J'étais assise à cette longue table vernie, les mains si serrées que mes jointures blanchissaient, tandis que ma sœur, en face de moi, souriait dans une robe de créateur, agissant déjà comme si la pièce lui appartenait. L'avocat s'est éclairci la gorge et a commencé par ce que mes parents appelaient la partie principale du testament. C'est alors que ma mère s'est penchée en avant, tout en douceur, et a annoncé que ma sœur recevrait 15 millions d'euros de la succession de mon grand-père. Mon père a fait glisser une pile de documents vers elle, et tout le monde a murmuré « Félicitations », comme si c'était la fin d'un conte de fées. Puis il s'est tourné vers moi. Pas de dossier, pas de chèque, pas même un geste symbolique. Il a simplement haussé les épaules et a dit, d'un ton presque ennuyé, « Ta sœur reçoit 15 millions d'euros. Quant à toi, Sophia, tu peux gagner ta vie. Grand-père ne voulait rien te laisser. » Ma mère a hoché la tête et a ajouté, « Il a dit qu'il en avait fini avec toi. Tu as choisi ta carrière plutôt que la famille. C'est ce qu'il voulait. » J'ai senti la pièce vaciller, mais je n'ai pas discuté, je n'ai pas pleuré, je ne leur ai pas donné la satisfaction de me voir craquer. J'ai juste fixé la table et je les ai écoutés réécrire l'histoire d'un homme qui, autrefois, avait été mon plus grand soutien. Et c'est précisément à ce moment-là que l'avocat de mon grand-père a repoussé sa chaise, s'est levé, et a annoncé qu'il y avait un second document, scellé et caché, que mes parents n'avaient jamais été autorisés à voir. Il a précisé qu'il ne devait être lu que lorsque tout le monde serait dans la même pièce, et surtout, en ma présence. Vous êtes-vous déjà retrouvé assis là, pendant que votre propre famille décidait que vous ne valiez rien, en vous demandant si vous deviez partir ou attendre d'entendre le secret qui pourrait tout faire exploser? Parce que ce que cet avocat a lu ensuite est la raison pour laquelle ma mère a fini par hurler devant tout le monde. Daniel Park, l'avocat de mon grand-père, n'a pas bronché lorsque ma mère a hurlé qu'il n'y avait pas de second document. Il a simplement ajusté ses lunettes, a sorti une épaisse enveloppe scellée de sa mallette, et l'a posée sur la table comme une bombe. Monsieur Arthur m'a donné des instructions explicites, a-t-il dit calmement. Ce codicile devait rester confidentiel pour tous, y compris son fils, jusqu'au jour de la lecture de son testament, en présence de toute la famille immédiate, et tout particulièrement de sa petite-fille, Sophia. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. Mon père a tenté de rire pour détendre l'atmosphère, en disant « Grand-père devait être confus vers la fin, il n'y a pas besoin de lire quoi que ce soit d'autre. » Daniel l'a ignoré, a brisé le sceau, et a déplié plusieurs pages couvertes de l'écriture soignée de mon grand-père et de caractère juridique. Mon cœur battait si fort que j'avais à peine pu l'entendre au début, mais ensuite, les mots ont percé le silence qui s'était installé dans la pièce. À ma petite fille, Sophiae, a lu Daniel, je lègue la totalité des parts de contrôle de Arborman Analytics, l'entreprise que j'ai discrètement bâtie et dans laquelle j'ai investi au cours des dernières années, ainsi que mes comptes d'investissement personnels qui y sont associés, détenus séparément de mes comptes joints avec mon fils. Il a poursuivi en expliquant que Arborman n'était pas un petit projet secondaire. C'était une entreprise technologique en pleine croissance, basée à Atlanta. Elle valait bien plus que les 15 millions d'euros que mes parents venaient de donner à Chloé. Mon père a finalement cessé de sourire narquoisement. C'est impossible, a-t-il lâché. Papa savait à peine utiliser son téléphone. Il n'a pas créé une entreprise de technologie. Daniel l'a regardé droit dans les yeux. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Hay, il a appris. Il a fait appel à des experts extérieurs. Il a investi dans les bonnes personnes. Et il a insisté pour que tout ce qui est lié à Arborman reste à son nom seul, afin qu'il n'y ait aucune confusion sur ses intentions. Ma mère s'est penchée en avant, la voix sèche. Il n'avait pas toute sa tête quand il a fait ça. Il était vieux. Il était malade. Il oubliait des choses. Il nous a dit que Sophia ne voulait rien avoir à faire avec lui. L'expression de Daniel s'est durcie. Ce point est également abordé ici. Il a baissé les yeux sur la page et a continué. Je suis pleinement conscient, a-t-il lu, que Mark et Linda ont tenu Sophia à l'écart de moi, changeant les plans, me disant qu'elle est trop occupée avec sa vie de grande ville, et lui disant que je suis trop fatigué ou trop confus pour la voir. Ils m'ont dit qu'elle avait honte de cette famille, qu'elle n'appelait pas, qu'elle ne s'en souciait pas. Je ne crois pas cela. J'ai vu ces messages disparaître. J'ai vu mes appels être redirigés. Je les ai regardés mettre Chloé devant moi, avec des caméras et des sourires, tout en me disant que Sophia ne veut rien avoir à faire avec un vieil homme. Ma gorge s'est nouée.
Je me suis souvenu de tous les textos que j'avais envoyés et qui n'avaient jamais reçu de réponse, des appels qui tombaient directement sur la messagerie vocale, des fois où ma mère disait que grand-père dormait, ou qu'il était chez le médecin, ou qu'il passait une mauvaise journée, toujours lorsque j'essayais de rentrer à l'improviste. Daniel a continué à lire. J'ai également remarqué d'importants transferts de mes comptes joints vers des cartes et des comptes personnels contrôlés par Marc et Linda, utilisés pour financer des voyages, des véhicules et des dépenses de style de vie, principalement pour Chloé. Cela n'a jamais été discuté avec moi. Quand j'ai posé des questions, on m'a dit que je les avais déjà approuvées, même quand ce n'était pas le cas. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas stupide. Ma mère s'est levée d'un bond si rapide que sa chaise a crissé sur le sol. C'est un mensonge, a-t-elle crié. Il a tout signé. Nous nous sommes occupés de lui. Nous avons tout fait pour lui pendant qu'elle était à Chicago, à poursuivre je ne sais quel rêve d'informatique, elle a pointé un doigt dans ma direction, comme si j'étais le problème, comme si mon existence était l'insulte. Mon père a essayé un angle différent, sa voix plus froide. Papa a clairement écrit cela sous pression. Il avait des moments de paranoïa. Vous savez ce que c'est à la fin. Les gens deviennent méfiants. Daniel n'a pas bougé. Son ton n'a jamais monté, mais chaque mot semblait pesant. Monsieur est, ce codicile a été rédigé et signé dans mon bureau, avec une attestation médicale de son médecin indiquant qu'il était pleinement compétent. Je suis prêt à présenter ces dossiers si nécessaire. De l'autre côté de la table, le mascara de Chloé commençait à couler. Elle serrait le dossier contenant ses 15 millions d'euros, comme s'il pouvait disparaître si elle relâchait sa prise. Et alors, lança-t-elle, la voix tremblante. Il lui donne juste une entreprise quelconque et nous fait passer pour des voleurs? Je me suis occupé de lui. J'étais là. J'ai posté des choses sur lui. Les gens adoraient nos vidéos. Son choix de mots m'a frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. J'avais été effacé de la vie de mon propre grand-père pendant qu'elle le transformait en contenu. J'ai fixé Daniel, espérant qu'il y en avait plus, ayant besoin de la preuve que je n'avais pas simplement imaginé chaque email, chaque appel, chaque tentative. Il a soupiré, a jeté un coup d'œil à la dernière page, puis a de nouveau levé les yeux vers mes parents. Arthur savait qu'il y aurait de la résistance, a-t-il dit. Il avait anticipé que vous remettriez en question sa mémoire, sa capacité, ses décisions. Il a laissé d'autres instructions et des preuves supplémentaires que je présenterai si cela va au tribunal. Les mains de ma mère tremblaient visiblement maintenant. Elle a attrapé le bras de mon père. Marc, fais quelque chose, a-t-elle sifflé. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Il ne peut pas simplement réécrire tout ce sur quoi nous nous étions mis d'accord. Pour la première fois, mon père n'a pas eu de réponse rapide. Il a fixé les papiers devant Daniel comme s'il faisait le calcul, et réalisait trop tard que les chiffres ne jouaient plus en sa faveur. Assise là, à écouter tout cela, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans ma tête, les vacances manquées, les visites annulées à la dernière minute, la façon dont mes parents insistaient toujours pour gérer les affaires bancaires afin de faciliter les choses, la façon dont Chloé affichait des voyages et des sacs de créateurs sans véritable emploi pour les justifier. Peut-être pensez-vous que vous auriez crié, ou renversé la table, ou que vous seriez sorti en trombe à ce moment-là. Mais tout ce que j'ai fait, c'est me redresser un peu et attendre, car une question me brûlait l'esprit. Si ce n'était que le début de ce que grand-père leur avait caché, qu'est-ce qui d'autre allait faire surface, dont il ne pourrait pas se sortir par des paroles? Quand Daniel a dit que mon grand-père avait vu ses messages disparaître, cela a débloqué quelque chose dans ma mémoire. Et soudain, je n'étais plus dans cette salle de conférence. J'étais de retour à Savannah, transpirant dans mon t-shirt sur le porche, pendant que ma sœur, Chloé, tourbillonnait dans un tout nouveau costume de danse dans l'allée. Ma mère la filmait avec son téléphone, criant « Fais un tour, ma chérie ». Les followers adorent ça, pendant que mon père chargeait les valises dans le coffre pour leur week-end à Orlando. J'avais 14 ans, je tenais un dépliant pour un camp de codage d'été au Community College. Et quand j'ai essayé de le tendre à ma mère, elle y a à peine jeté un coup d'œil. « On t'a déjà dit que ce truc est trop cher », a-t-elle dit, les yeux toujours rivés sur Chloé. Peut-être l'année prochaine. De plus, tu passes déjà assez de temps sur cet ordinateur. Va dehors ou quelque chose comme ça. Elle a repoussé le dépliant dans mes mains comme si c'était un prospectus. C'était le schéma. De l'argent pour les compétitions de danse de Chloé, pour sa ring light, pour sa marque, pour une autre paire de baskets en édition limitée parce que ça ferait bien sur les photos. Pour moi,
c'était toujours peut-être plus tard, peut-être l'année prochaine, peut-être quand les choses seront moins serrées. Sauf que les choses ne semblaient jamais serrées quand il s'agissait de ma sœur. À l'école, c'était le même scénario dans une pièce différente. Les professeurs arrêtaient mes parents aux réunions pour s'extasier sur la présence scénique de Chloé au spectacle de l'école, sur sa confiance en elle. Quand ils arrivaient à mon nom, les commentaires changeaient. Sophia est très brillante, disait-il, mais elle doit participer davantage. Elle se cache derrière ses projets. Ma mère soupirait et plaisantait, elle épouserait cet ordinateur portable si elle le pouvait. Et mon père ajoutait, nous travaillons à la faire sortir de sa coquille. Comme si ce que j'étais avait besoin d'être corrigé. La première personne qui m'a offert quelque chose qui ressemblait à un véritable investissement fut mon grand-père, Arthur. Un après-midi, il est arrivé dans sa vieille camionnette avec cet ordinateur portable cabossé qu'il avait acheté dans un magasin de fournitures de bureau en liquidation. Il était lent, moche et parfait. Ils disent que le boîtier est rayé et que le processeur est vieux, m'a-t-il dit avec un clin d'œil. Mais moi, je dis que ça veut juste dire qu'il a déjà des histoires. Maintenant, il peut t'aider à écrire les tiennes. Il l'a posé sur la table de la cuisine comme s'il était en verre. Ma mère l'a regardé en fronçant les sourcils et a marmonné quelque chose sur encore plus de temps d'écran, mais grand-père l'a ignoré. Il a commencé à m'apporter des livres, comme d'autres grands-parents apportent des bonbons, Introduction à Python, Analyse de données pour les petites entreprises, Excel pour les nuls, il trouvait ça hilarant. Au début, il n'y connaissait presque rien, mais il s'asseyait avec moi à cette même table de cuisine et lisait les chapitres à voix haute, posant des questions, me faisant expliquer ce qu'était une boucle, un ensemble de données, ce que signifiait nettoyer les données. Il hochait la tête sérieusement, puis regardait par-dessus ses lunettes et disait, « Alors, en français, ma petite, comment ça aide quelqu'un qui tient un magasin comme le mien ?» Mes parents levaient les yeux au ciel chaque fois qu'il passait. « Elle ne s'en servira jamais dans la vraie vie, » disait ma mère. Au moins, la danse de Chloé lui donne une certaine prestance. Ça compte. Un soir, je m'en souviens clairement, Chloé essayait des tenues pour une vidéo, des paillettes jonchant le sol de la chambre, et ma mère l'aidait à fermer sa robe en lui disant à quel point elle était magnifique. Je suis entré, excité, tenant une impression d'un petit graphique que j'avais fait, montrant comment le magasin de grand-père pourrait économiser de l'argent en ne recommandant certains articles qu'une fois par mois au lieu de chaque semaine. Regarde, ai-je dit. S'il fait ça, il pourrait économiser environ 800 € par an juste sur les clous et les vis. Mon père y a jeté un coup d'œil d'une demi-seconde et a dit, c'est bien, ma chérie, mais on ne peut pas gérer une entreprise avec des maths imaginaires d'une adolescente. Chloé a ri et a dit, waouh, l'attaque de la nerd, et est retournée à ses pauses. Le truc, c'est que grand-père, lui, l'a regardé. Le lendemain, il m'a emmené dans son magasin, m'a fait parcourir les allées et a montré les étagères. Montre-moi encore, a-t-il dit. Où est-ce qu'on changerait la commande? Nous sommes restés là, entre les pots de peinture et les outils électriques, avec ma feuille de papier froissée, et il a écouté comme si j'étais une consultante qu'il avait engagée. Plus tard, il m'a tapoté le sommet de la tête et a dit, tu vois des schémas que les autres ne voient pas, Sophie. Ne l'oublie pas. Une année, alors que j'avais 17 ans, j'ai participé à un hackathon local sur un coup de tête. Le prix était une petite bourse et un peu de reconnaissance, rien de bouleversant. J'ai construit un tableau de bord rudimentaire qui aidait une quincaillerie à suivre les articles les mieux vendus selon les saisons et ceux qui ne bougeaient pas. C'était basique, moche, et à moitié maintenu par du code de fortune, mais ça fonctionnait. Je me souviens d'être debout sur cette scène, dans un blazer mal ajusté acheté dans une friperie, scrutant la foule à la recherche de mes parents. Ils avaient promis de venir, disant qu'ils étaient si fiers. Quand les organisateurs ont annoncé mon nom et que je me suis avancé pour recevoir le certificat, la seule personne qui applaudissait assez fort pour percer les applaudissements polis était mon grand-père. Il était dans sa vieille chemise à carreaux, applaudissant comme s'il était au Super Bowl. Après, il m'a serré si fort dans ses bras que j'avais à peine pu respirer et a dit, « Tu viens de construire quelque chose d'utile, Sophie. Tu comprends ça? Si tu peux aider un magasin, tu peux en aider 10. Si tu peux en aider 10, tu peux en aider 100. » Il m'a traîné vers les juges pour que j'explique à nouveau mon projet, me bombardant de questions comme « Est-ce que ça pourrait dire à un gars quand il est sur le point de manquer de mélange de béton, et quand la peinture est en solde? Est-ce que ça peut le prévenir à l'avance ?» Mes parents m'ont envoyé une photo de Chloé au centre commercial ce même soir, exhibant une nouvelle paire de chaussures, avec ce texte « Désolé,
ma chérie. La circulation était folle. On fêtera ça plus tard. Nous ne l'avons jamais fait. Ce que nous avons fait, c'est répéter la même dynamique encore et encore. Les étapes importantes de Chloé étaient célébrées avec des ballons et des dîners au restaurant. Les miennes, avec un rapide bon travail lancé par-dessus l'épaule, quand il y en avait un. Pendant ce temps, grand-père continuait de parler d'idées. Et s'il y avait un outil qui disait au petit magasin qu'en recommander de la peinture avant qu'il n'en manque, a-t-il demandé. Et si tu pouvais dire à une boulangerie quels cupcakes leur rapportaient vraiment de l'argent, pas seulement ceux qui étaient jolis. Il s'asseyait au comptoir de son magasin après la fermeture, le grand livre ouvert, et me demandait ce que je pensais de différents chiffres. À l'époque, je pensais qu'il me faisait simplement plaisir, faisant paraître mes petites expériences plus grandes qu'elles ne l'étaient. Maintenant, je savais mieux. Il pensait comme un propriétaire, comme quelqu'un qui avait passé sa vie à essayer de garder les étagères pleines et les factures payées. Mes parents disaient que j'étais bizarre, trop intense, trop concentré sur des choses dont personne ne se soucie. Chloé riait et me disait que je finirais seul dans une pièce sombre avec un tas d'écrans, que personne n'aimait les gens dédonnés. Grand-père, lui, me disait que j'allais changer la façon dont les gens gèrent leur magasin. Il a commencé à mentionner des choses comme des partenaires, des investisseurs et des plateformes, des mots qui semblaient trop grands pour notre petite cuisine de province. Une fois, alors que je plaisantais en disant que personne ne ferait jamais confiance à une fille de 20 ans avec les données de leur entreprise, il a secoué la tête. Ils n'ont pas à te faire confiance au début, a-t-il dit. Ils ont juste à voir que ça marche. Assise dans cette salle de conférence des années plus tard, écoutant Daniel lire des mots que mon grand-père avait écrits sur des messages qui disparaissaient et de l'argent qui bougeait sans son consentement, j'ai compris que la seule personne qui avait jamais vraiment vu la valeur de ce que je construisais, avait réalisé, bien avant moi, que le reste de ma famille ne le ferait jamais. C'est peut-être pour ça qu'il a construit Arbormain en secret. Peut-être savait-il que s'il leur en donnait l'accès, il le démantèlerait, y collerait le visage de Chloé, et me laisserait avec rien d'autre qu'un poste de félicitations vide et un sourire pour la caméra. Au lieu de cela, il l'a mis de côté, l'a lié à mon nom, et a attendu un jour comme celui-ci, où leur version de l'histoire entrerait enfin en collision avec la sienne. Quand les souvenirs ont enfin relâché leur emprise, j'étais de retour à cette table, avec tout le monde qui me fixait, comme si j'avais été traîné là comme une preuve, plutôt que comme un membre de la famille. Daniel tenait toujours les papiers, mais maintenant il regardait mes parents au lieu de lire. Vous avez dit que je ne voulais rien avoir à faire avec lui, ai-je entendu ma propre voix dire, étrange à mes oreilles. Vous m'avez dit qu'il était trop fatigué pour me voir, qu'il était confus, que les visites le contrarieraient. Ma mère a croisé les bras, sur la défensive. Parce que c'était le cas, a-t-elle répliqué. Tu vis à Chicago, Sophia. Tu ne sais pas ce que c'était au quotidien. Je me suis penché en avant. J'ai acheté un billet de dernière minute pour rentrer il y a 2 Noëls. Tu t'en souviens? Je suis arrivé à la maison, et tu m'as arrêté dans l'allée en me disant qu'il était dans un établissement, sans visites autorisées. Puis j'ai appris plus tard qu'il avait été à la maison toute la semaine. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous suivions les conseils du médecin, a-t-il dit. Le stress n'était pas bon pour lui. C'est drôle, ai-je dit doucement. Il a pourtant eu l'énergie d'apparaître dans toutes ces vidéos que Chloé a postées. Chloé s'est hérissée. Ces vidéos le rendaient heureux, a-t-elle lancé. Les gens dans mes commentaires l'adoraient. Il souriait. Il riait. Il se sentait spécial, pas comme un vieil homme pourrissant dans un fauteuil. Daniel a tourné son attention vers elle. Chloé, a-t-il dit d'un ton neutre. Est-ce que vos grands-parents ont jamais su que vous étiez rémunéré pour certaines de ces publications? Sa tête a basculé en arrière. Quoi? Les partenariats avec les marques, a-t-il précisé. Les liens d'affiliation, les voyages sponsorisés liés au contenu que vous avez filmé avec Arthur. Avez-vous déjà divulgué les montants, à lui ou à Sophia? Ses joues sont devenues rouges. Ça n'a rien à voir avec ça, a-t-elle dit. Je construisais ma carrière. Maman et papa ont dit que grand-père voulait t'aider. Ils m'ont dit que tout cela faisait partie du plan. Elle a jeté un regard désespéré à mes parents, et à cet instant, quelque chose dans ses yeux a vacillé, comme si elle réalisait soudain qu'elle pourrait être seule sur une corniche. J'ai dégluti et j'ai continué. Et les emails, ai-je demandé. Ce que j'ai envoyé pour demander à venir.
Les fois où j'ai proposé d'apporter mon ordinateur portable pour lui montrer sur quoi je travaillais. Tu as répondu depuis son compte, maman. Tu as écrit, grand-père est fier de toi, mais il ne comprend pas ces choses-là, ma chérie. Concentre-toi simplement sur ta vie. Ma mère a frappé la table de sa paume. Alors maintenant, c'est un crime de protéger la tranquillité d'un vieil homme, a-t-elle crié. Tu ne l'as pas vu pleurer quand tu as choisi Chicago plutôt que la faculté de droit ici. Tu ne l'as pas entendu dire qu'il ne te reconnaissait plus. Daniel s'est éclairci la gorge. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, Arthur ne m'a jamais dit qu'il ne vous reconnaissait pas, Sophia. Il m'a dit très clairement qu'il avait l'impression que sa relation avec vous était gérée pour lui. Mon père a ricané. Gérer, c'est ce qu'on fait pour un parent âgé, a-t-il dit. Vous devriez le savoir, vous qui rédigez tant de testaments. Ils deviennent paranoïaques. Ils imaginent des complots. Ils pensent que tout le monde les vole. Daniel a posé les papiers et a de nouveau fouillé dans sa mallette. Cette fois, il a sorti une petite clé USB noire. Il l'a posée sur la table entre nous. Arthur pensait que vous pourriez dire ça, a-t-il répondu. C'est pourquoi il m'a demandé d'enregistrer une vidéo lorsque nous avons préparé ce codicile. Elle est datée, horodatée, et accompagnée d'une déclaration de son médecin. Si vous avez l'intention de suggérer qu'il était incompétent, vous devriez voir à quoi cela ressemble. La main de ma mère s'est tendue. Vous n'allez pas diffuser un clip monté pour nous salir, a-t-elle sifflé. Éteignez ça. Daniel n'a même pas jeté un coup d'œil dans sa direction. Il a branché la clé sur un ordinateur portable fin que l'assistante juridique avait apporté, a tourné l'écran pour que tout le monde puisse voir, et a cliqué sur lecture. Le visage de mon grand-père a rempli l'écran, plus âgé et plus mince que dans mon souvenir, mais ses yeux étaient clairs. Il était assis dans la même salle de conférence que nous, portant une chemise bien repassée, les mains nonchalamment posées sur ses genoux. Très bien, Arthur, a dit une version plus jeune de la voix de Daniel, hors champ. Dites simplement dans vos propres mots pourquoi vous êtes ici. Grand-père a pris une inspiration. Je m'appelle Arthuret, a-t-il dit. Je choisis de modifier mon testament parce que j'ai pris conscience que mon fils et sa femme ont utilisé ma confiance de manière que je n'ai pas approuvée. J'ai vu de l'argent quitter mes comptes, sans que je n'ai jamais donné mon accord. Quand je pose des questions, on me dit que je suis confus. Il a regardé droit dans la caméra. Je ne suis pas confus. Je suis vieux, mais je sais ce que j'ai gagné, et je sais à qui je veux le léguer. Mon père a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais personne n'a arrêté la vidéo. Grand-père a continué. J'aime tous mes petits-enfants, a-t-il dit. Mais une seule d'entre eux partage ma façon de penser. Sophia comprend les chiffres. Elle comprend les systèmes. Elle a construit un petit truc sur son ordinateur qui a aidé un magasin comme le mien, et ne s'en est même jamais vanté. Il a ri doucement. Marc n'a jamais écouté quand je parlais d'affaires, et Linda aime les apparences. Mais Sophie écoute. Ma poitrine me faisait mal. Je n'ai pas réalisé que je retenais ma respiration jusqu'à ce que la pièce se mette à nouveau à tourner. À l'écran, l'expression de grand-père s'est assombrie. J'ai aussi vu comment ils la tiennent à l'écart de moi, a-t-il dit. Des visites annulées, des appels interrompus. On me dit qu'elle est trop occupée avec son travail de grande ville. Puis j'apprends par Ruth que Sophia a fait tout le trajet, et que mon fils la renvoie de l'allée. Je sais ce que c'est. C'est du contrôle. C'est la peur que nous parlions tous les deux, et que nous comparions nos histoires. Il s'est agité sur son siège, la colère traversant ses traits d'une manière que j'avais rarement vue. S'il regarde ça, c'est qu'il conteste ma décision, a-t-il dit. Cela signifie qu'ils essaient une fois de plus de prendre ce qui ne leur appartient pas. Alors, que les choses soient claires, Arborman Analytics, chaque action, chaque compte associé, est pour Sophia. Non pas parce qu'elle est ma préférée, mais parce qu'elle est la seule à pouvoir l'utiliser pour ce à quoi il est destiné. Il a fait une pause, les yeux brillants. Aider les petits. Aider les gens qui tiennent des magasins comme moi, qui n'ont jamais eu ces outils. La voix de Daniel est revenue dans l'enregistrement. Arthur, prenez-vous cette décision sous la pression de quelqu'un? Grand-père lui a lancé un regard, comme si la question l'insultait. La seule pression que je ressens, c'est le temps, a-t-il lancé. Je fais ce choix maintenant, pendant que je le peux, car je sais que si j'attends, ils convaincront un médecin de me déclarer sénile et de me faire signer tout ce qu'ils me présenteront.
Je veux que cela soit enregistré avant que cela n'arrive. L'écran s'est figé sur son visage, puis est devenu noir. Personne n'a parlé. Le seul son était le faible bourdonnement du climatiseur et la respiration saccadée de Chloé. Le mascara de ma mère avait complètement cédé, des traînées noires zébrant ses joues. Elle a regardé mon père comme s'il était censé avoir une solution, une faille juridique ou une phrase intelligente qui annulerait ce que nous venions tous de voir. Au lieu de cela, il a fixé l'écran vide, ses doigts tambourinant un rythme frénétique sur la table. « Tu peux porter ça devant un tribunal », a-t-il dit finalement, la voix rauque, mais ça ne changera pas les années que nous avons passées à nous occuper de lui. Un jury verra ça. Ils verront ce que nous avons sacrifié. Daniel a fermé l'ordinateur portable d'un clic silencieux. Vous êtes libre de contester le testament, a-t-il dit. Si vous le faites, la vidéo, les dossiers financiers et la déclaration du médecin concernant la capacité d'Arthur deviendront publics. Il a jeté un bref regard à Chloé, dont la vie d'influenceuse dépendait de la perception du public. Et étant donné la nature des transferts que nous avons documentés, il pourrait également y avoir des questions soulevées qui vont au-delà du tribunal des successions. Ce fut le moment où les doigts de mon père ont cessé de taper, le moment où ma mère a cessé de crier, et le moment où j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question de qui obtenait quoi. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Et pour une fois, c'était eux qui devaient avoir peur de la suite. Le combat promis par mes parents n'a jamais abouti à un procès spectaculaire, avec des témoins pleurant à la barre. Une fois que Daniel a déposé le codicille, la vidéo et les relevés bancaires, leur bluff s'est effondré sous le poids de chiffres qu'ils ne pouvaient contourner ni par le charme, ni par les larmes. Il y a eu des réunions, bien sûr. Ils ont engagé un avocat qui est entré dans la première salle de conférence, bruyant et confiant, serrant les mains trop fort, disant à mes parents de ne pas s'inquiéter, que ces choses sont toujours négociables. Il en est sorti après la première audience de divulgation, l'air d'avoir besoin d'un verre et d'un autre client. Le tribunal a nommé un expert comptable judiciaire pour examiner des années de transactions sur les comptes joints de mon grand-père, et chaque dépense familiale qui avait discrètement financé la marque de Chloé et le style de vie de mes parents a commencé à apparaître dans des feuilles de calcul et des pièces à conviction, au lieu d'histoires Instagram. Le juge ne se souciait pas du nombre de vidéos que Chloé avait postées en tenant la main de grand-père, ni du nombre de légendes émouvantes qu'elle avait écrites sur le fait de chérir les moments. Il se souciait de la procuration que mon père avait utilisée pour transférer de l'argent de ses comptes, pour des dépenses personnelles non spécifiées. Il se souciait du moment des transferts, juste avant des vacances de luxe, juste avant un nouveau SUV, juste avant les voyages sponsorisés de Chloé qui, d'une manière ou d'une autre, étaient en partie payés par les fonds de grand-père. Il se souciait du fait que lorsqu'Arthur remettait en question ses retraits, des emails disparaissaient mystérieusement. Lorsque leur avocat a tenté de soutenir qu'Arthur avait tout approuvé verbalement, Daniel a fait glisser la vidéo sur la table, et le juge a regardé la partie où mon grand-père regardait droit dans la caméra et disait « J'ai vu de l'argent quitter mes comptes, sans que je n'ai jamais donné mon accord. Quand je pose des questions, on me dit que je suis confus. Je ne suis pas confus. » Après ça, il n'y avait plus beaucoup de marge de manœuvre. Le rapport médical joint au dossier confirmait qu'il avait été jugé compétent lorsqu'il a modifié son testament. Le rapport de l'expert comptable détaillait l'utilisation abusive des fonds dans des colonnes qui ne se souciaient des sentiments de personne. Le tribunal a validé le codicille et a confirmé que Arborman Analytics et les comptes associés étaient à moi, exactement comme Arthur l'avait prévu. De plus, le juge a ordonné à mes parents de rembourser ce qu'ils avaient pris des comptes joints, plus les intérêts et les pénalités. Ils ne l'avaient pas. Ils avaient vécu comme si l'argent ne finirait jamais. Pour commencer à peine à rembourser, ils ont dû vendre la grande maison de Savannah, avec ses colonnes blanches et sa pelouse parfaite sur laquelle ma mère aimait poser pour les photos de vacances, la maison qu'elle appelait autrefois notre héritage. Ils ont vendu les 2 voitures haut de gamme qu'ils aimaient garer dans l'allée juste pour être vus, celles que Chloé utilisait comme accessoire dans ses vlogs Une journée dans ma vie. La nouvelle s'est répandue, car bien sûr, elle s'est répandue. Les petites villes sont cruelles et efficaces de cette manière. Les mêmes voisins qui s'extasiaient sur le goût de Linda en matière de décoration ont commencé à chuchoter à l'épicerie sur des fonds mal gérés et des abus financiers sur une personne âgée. Les gens qui les enviaient autrefois traversaient maintenant la rue pour éviter des conversations gênantes. Marc a été mis en congé de son poste à l'entreprise de logistique en attendant un examen, et il n'a pas fallu longtemps pour que cela devienne un licenciement pour faute grave. Aucune entreprise en ville ne voulait du directeur financier dont la succession du père était maintenant entachée par un dossier public de mauvaise conduite financière. La chute de Chloé fut à la fois plus silencieuse et plus bruyante.
Silencieuse dans la façon dont les portes se sont fermées pour elle en coulisses, bruyante dans la façon dont les captures d'écran et les extraits ont commencé à circuler en ligne. Les gens ont déterré de vieilles vidéos de grand-père sur son fil d'actualité et ont soudainement remarqué la façon dont il regardait parfois hors champ, distrait, mal à l'aise. Un ancien ami a fait fuiter des messages où Chloé se vantait d'être à l'abri pour la vie parce que ses parents s'assuraient que le testament soit en ma faveur. Les marques qui lui envoyaient des vêtements gratuits et des chèques lui ont plutôt envoyé des emails avec des phrases comme « risque de réputation » et « nous allons dans une autre direction ». Son nombre d'abonnés a commencé à baisser, puis à chuter. Les commentaires sous ses anciens posts sont passés des émojis cœur à des questions qu'elle ne pouvait pas supprimer assez vite. Elle a posté une vidéo en larmes sur les malentendus et la haine en ligne, mais sans les voyages glamour et les achats sans fin, l'algorithme est passé à autre chose, tout comme son public. Pendant que tout cela se déroulait, je signais des papiers dans une autre salle de tribunal, des papiers qui séparaient formellement ma vie financière de la leur. Plus rien de partagé. Plus de contact d'urgence avec leur numéro de téléphone au cas où. Plus d'accès dérobé au compte pour plus de sécurité. Daniel a fait glisser le dernier formulaire vers moi et a dit, une fois que vous aurez signé ceci, ils n'auront aucune revendication légale sur Arbormain ou sur les actifs qui en proviennent. Ni maintenant, ni plus tard. Ma main a tremblé une seconde, non pas par doute, mais par le poids de couper le dernier cordon invisible. Puis j'ai signé, et pour la première fois, leur déception n'était plus quelque chose qui pouvait me coûter de l'argent ou la liberté. J'ai d'abord emménagé dans un modeste appartement à Atlanta, près de l'endroit où la petite équipe de Arbormain travaillait déjà dans un bureau loué qui sentait encore la peinture et la moquette neuve. Grand-mère Ruth a refusé de rester dans la maison de Savannah pendant qu'on la vidait pour la vendre, alors elle a fait sa vie dans quelques valises et est venue avec moi, ses albums photos empilés sur mes boîtes de câbles et de vieux cahiers. Elle a laissé derrière elle les meubles de luxe et a pris à la place la photo encadrée d'elle et d'Arthur le jour de l'ouverture du magasin. Mes parents, dépouillés de l'image qu'ils avaient mis tant de soin à projeter, ont quitté la ville peu après la vente. Par des parents éloignés et des indiscrétions occasionnelles sur les réseaux sociaux, j'ai appris qu'ils avaient fini dans une petite location au Nevada, à la recherche d'un loyer moins cher et de l'anonymat. Fini les galas de charité, fini les adhésions au club, fini les cartes de Noël soignées sur du papier glacé épais. Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas envoyé de SMS. S'ils parlaient de moi, ce n'était pas en ma présence. Et pour la première fois, le silence entre nous était quelque chose que j'avais choisi, plutôt que quelque chose qu'ils contrôlaient. L'un des derniers jours avant que Ruth et moi ne quittions Savannah, j'ai traversé la maison vide, seul. L'écho de mes pas sonnait faux dans des pièces autrefois remplies de décorations et de bruit. Je me suis tenu sur le seuil du bureau où je m'étais assise par terre avec cet ordinateur portable cabossé, où grand-père s'était penché par-dessus mon épaule pour me demander ce que signifiaient tous ces chiffres à l'écran. Je pouvais presque entendre sa voix, basse et amusée, dire « Montre-moi comment ça aide un gars comme moi, Sophie ». Les murs ne semblaient plus appartenir à la version de notre famille de mes parents. Sans les meubles et les illusions encadrées, l'endroit semblait vide, comme une scène après la fin du spectacle, les accessoires emportés, le public rentrait chez lui. Quelle que soit la performance qu'ils avaient donnée ici, elle était terminée. Le véritable héritage qu'Arthur avait laissé n'était pas le bois et le plâtre qu'il perdait. C'était le code, l'entreprise, et la conviction que je n'aurais plus jamais à mendier pour être valorisé. Ils avaient passé des années à utiliser son argent pour construire une image. Il avait passé ces mêmes années à utiliser son esprit pour me construire un avenir. À la fin, leur image s'est effondrée. Son avenir a tenu bon. 4 ans plus tard, si vous étiez entré dans les bureaux de Arbormain au centre-ville d'Atlanta, vous n'auriez jamais deviné que tout avait commencé comme un projet parallèle sur un ordinateur portable cabossé, et une promesse faite dans un testament qui a failli être enterré. Nous avions maintenant de vraies portes en verre, un logo sur le mur, une équipe de 50 ingénieurs, analystes et personnels de soutien qui passaient leur journée à créer des outils pour des gens qui ressemblaient bien plus à mon grand-père qu'aux amis de country club de mes parents. Notre plateforme aidait les petites quincailleries, les boulangeries, les salons de coiffure, les épiceries de quartier, bref, tout le monde à suivre leur stock, à prévoir la demande, et à comprendre quels produits leur rapportaient réellement de l'argent. Quand une tempête approchait, Arbormain pouvait dire à un petit magasin côtier exactement combien de générateurs commander. Quand une boulangerie voulait savoir quels cupcakes arrêter de faire, nos tableaux de bord répondaient en langage clair. Chaque fois qu'un client appelait pour dire « Nous n'avons pas fait faillite ce trimestre grâce à votre logiciel », j'entendais la voix de mon grand-père, comme il l'avait dit, aider les petits. Nous organisions des ateliers gratuits 2 fois par mois,
invitant les propriétaires de commerces locaux dans nos locaux, leur offrant de la pizza, et les guidant à travers leurs chiffres d'une manière qu'aucune banque n'avait jamais fait. J'ai créé une bourse d'études au nom d'Arthur pour les étudiants issus de familles modestes qui voulaient étudier les données ou l'informatique. Et chaque année, nous distribuions une pile d'ordinateurs portables reconditionnés comme celui qu'il m'avait acheté, sauf que ceux-ci démarraient en moins de 10 minutes. Chloé m'a contacté la deuxième année après la lecture du testament. Cela a commencé par un long email qui est resté dans ma boîte de réception pendant des semaines avant que je ne l'ouvre. Elle ne demandait pas d'argent. Elle ne demandait pas de publicité. Elle racontait simplement comment son nombre d'abonnés avait chuté, comment les sponsorings s'étaient taris, comment elle était passée de voyage pour des marques à pointer dans une petite agence de marketing où personne ne se souciait du nombre de likes qu'elle obtenait, seulement si elle respectait les délais. Elle a dit qu'elle avait commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire, enseignant aux adolescentes les bases de la création de contenu, mais aussi en leur parlant de la lecture des contrats et du fait de ne pas traiter leur vie comme quelque chose à emballer et à vendre. Elle a admis qu'elle avait été jalouse de moi pendant des années, que voir grand-père me regarder comme il ne l'avait jamais regardé, elle, avait été comme une blessure ouverte. Elle n'a pas excusé ce qu'elle a fait. Elle a juste dit qu'elle était désolée. Je l'ai appelée. La conversation fut maladroite, pleine de longs silences et de rires nerveux, mais nous avons parlé, non pas en tant qu'influenceuse et sœur invisible, mais en tant que deux femmes qui n'avaient enfin plus personne pour leur dire qui être. Nous n'étions pas proches. Pas encore, mais la porte était entr'ouverte au lieu d'être verrouillée. Mes parents n'ont jamais appelé. Par l'intermédiaire de grand-mère Ruth et d'un parent occasionnel, j'ai eu des bribes de nouvelles. Marc a trouvé un travail de comptabilité de base pour une petite entreprise dans l'Ouest, loin du niveau de direction dont il se vantait. Linda est restée principalement à la maison, ne publiant plus que rarement en ligne, la vie glamour remplacée par des meubles bon marché et du café générique. Ils sont passés du couple que tout le monde enviait au couple dont les gens parlaient à voix basse. Ruth et moi avons construit notre propre rythme tranquille à Atlanta. Elle s'est approprié le coin ensoleillé de mon salon pour son fauteuil à bascule et son tricot, et chaque soir, nous nous asseyions sur le balcon avec des plats à emporter et regardions les lumières de la ville s'allumer. Parfois, elle me racontait des histoires sur Arthur dans ses débuts, quand il n'était qu'un gamin qui remplissait les étagères, bien avant de posséder quoi que ce soit. D'autres fois, nous restions assises dans un silence confortable, le genre que l'on ne trouve qu'avec quelqu'un qui vous a vu au plus bas et n'a jamais essayé de vous modifier. Les gens aiment dire que le succès est la meilleure des vengeances. Peut-être ont-ils raison. Mais assise là avec ma grand-mère, sachant que Arbormin donnait aux familles comme la nôtre une chance de se battre sans que personne n'ait besoin de voler ou de mentir pour y arriver, j'ai réalisé autre chose. La vraie vengeance, ce n'était pas l'argent, ni les graphiques de croissance, ni les articles de presse. C'était de savoir que la partie de moi que mes parents avaient rejetée comme inutile, la fille avec l'obsession de l'ordinateur sans intérêt, était la partie qui avait construit une vie qu'ils ne pouvaient plus toucher. La première fois que j'ai raconté toute l'histoire à voix haute à des inconnus, c'était sur une scène à New York, sous un cercle de lumière rouge, avec des caméras pointées sur mon visage et le TED brillant derrière moi. Mes paumes étaient moites autour du clicker, mais ma voix était stable quand j'ai commencé comme tout avait commencé pour moi, à la lecture du testament de mon grand-père. Mes parents ont donné 15 millions d'euros à ma sœur et m'ont dit de gagner ma vie. Ils ont dit que grand-père ne voulait pas de moi. Ils avaient tort. Le public a ri au bon moment et est resté silencieux dans les moments lourds, pendant que je les guidais à travers l'histoire. Pas tous les détails sordides, mais assez. Comment ma famille a décidé que j'étais la bizarre, la difficile, celle qui ne correspondait pas à l'image qu'ils voulaient poster. Comment mon grand-père a discrètement tout misé sur la partie de moi qu'ils ont essayé d'effacer. Comment la cupidité et la manipulation ont failli enterrer ce pari pour de bon. Je leur ai parlé de Arbormin. Des magasins de petites villes qui utilisent maintenant nos outils. De la propriétaire de boulangerie qui a pleuré lors d'un appel Zoom, parce qu'elle pensait qu'elle allait perdre l'entreprise que sa mère avait créée, et que finalement non. J'ai projeté une diapositive avec l'écriture de mon grand-père, ses notes sur BD les petits, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine se desserrer, qui était tendu depuis des années. Quand j'ai terminé et que les applaudissements m'ont submergé, cela ne ressemblait pas tant à une justification qu'à une confirmation que sa confiance en moi s'était concrétisée. Plus tard dans la nuit, de retour dans mon appartement, j'ai enlevé le blazer et les talons et je me suis assise sur le bord de mon lit avec le seul objet de grand-père que je porte partout maintenant, sa vieille montre-bracelet. Le bracelet en cuir est craquelé, le cadran un peu rayé. Mais quand on ouvre le dos, il y a une minuscule photo de moi à 17 ans, debout à côté de mon projet de hackathon,
les cheveux en bataille, souriant comme une idiote. Sur le métal qui l'entoure, il avait payé quelqu'un pour graver une phrase, pour la petite fille qu'ils n'ont jamais comprise, mais en qui j'ai toujours cru. J'ai passé mon pouce sur les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Pendant longtemps, j'ai pensé que la seule façon de gagner était de faire ravaler leurs doutes à mes parents, de les forcer à admettre qu'ils avaient tort à mon sujet. Mais quelque part entre le tribunal et cette scène, j'ai réalisé que ce n'était pas le but. Le but, c'est que j'ai cessé de passer des auditions pour des gens qui avaient déjà décidé de ne pas me voir. Le but, c'est que j'ai pris l'amour et la confiance que j'ai reçus d'un vieil homme et que je les ai multipliés, les transformant en emploi, en bourse d'études et en seconde chance pour des gens qui venaient de familles très semblables à la mienne. S'il y a une leçon à tirer de ce qui s'est passé, c'est celle-ci, être l'enfant non désiré ne signifie pas que vous êtes sans valeur. Cela signifie généralement simplement que les gens autour de vous ont trop peur ou sont trop petits pour gérer qui vous êtes vraiment. Vous n'avez pas à rester dans des pièces où votre valeur est sujette à débat. Vous avez le droit de construire de nouvelles pièces, avec de nouvelles personnes qui n'ont pas besoin d'être convaincues que vous comptez. Et si vous avez déjà été la Sophia de votre famille, celle qui a été négligée, blâmée ou exclue, j'espère que vous vous souviendrez de cette partie plus que de l'argent ou du scandale, une personne qui croit en vous au bon moment peut tout changer. Soyez ouvert à trouver cette personne, et quand vous le pouvez, soyez cette personne pour quelqu'un d'autre.